Il y a une question qui a beaucoup fait débat dans l'histoire des jeux Zelda, celle du placement chronologique des jeux les uns par rapport aux autres. Bien que de nombreuses théories de fans voyaient le jour sur internet, Nintendo viendra donner sa réponse officielle en 2011 à la sortie de Skyward Sword. Pour certains, une idée fantastique permettant de donner plus de profondeur à l'histoire de la série, pour d'autres, une idée inutile répondant à du fanservice. Voyant que cette chronologie apportait beaucoup de débats au sein de la communauté des joueurs, les créateurs ont décidé de prendre un contre-pied total lors de la sortie de Breath of the Wild en 2017, en ne donnant aucune info sur son placement chronologique. Et ils ont fait exactement la même chose pour Tears of the Kingdom, sorti tout récemment en 2023. Aujourd'hui, beaucoup affirment que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sont un reboot de la série et que ces deux jeux n'ont en fait aucun lien chronologique avec tous les autres. Personne ne semble savoir de quoi il en retourne véritablement concernant un placement de ces deux jeux dans la chronologie, bien que je pense avoir un début de réponse. Avant toute chose, comme nous le disions précédemment, il est important de rappeler que les créateurs des jeux ont arrêté de donner des réponses toutes faites sur ce genre de questions. Effectivement, selon eux, ne donner que de simples indices par-ci par-là incite les joueurs à émettre leurs propres hypothèses, à se renseigner, à théoriser, à discuter entre eux. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que cette vidéo existe. Ceci étant dit, nous allons commencer à répondre à la première question qu'on est en droit de se poser. Pourquoi on peut dire que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sont dans la chronologie ? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la réponse est en fait assez simple. Au-delà des petites références que l'on retrouve un peu partout dans les deux épisodes, il existe pas mal d'éléments provenant d'anciens jeux directement montrés ou évoqués dans les histoires principales. L'un des plus notables est très certainement la présence de Faye, esprit de l'épée de légende que l'on rencontre dans Skyward Sword. Zelda fait référence à l'esprit résidant dans la lame, son son iconique est entendu à plusieurs reprises. Son thème musical est parfois entendu quand on l'évoque, et on entend même faiblement sa voix dans l'intro de Tears of the Kingdom. Avec ceci, les nombreuses références aux événements d'Ocarina of Time appuient la théorie. On évoque quelquefois la légende du héros du temps. La princesse Ruto et ses actions sont mentionnées dans les documents d'archives du peuple Zora, et Urbosa expliquera carrément que la créature divine Vanaboris est nommée en l'honneur de la sage des Gerudo, Naboru. L'histoire, racontée par Impa au début de Breath of the Wild, dit même que Ganon est un fléau très ancien, lié à la famille royale d'Hyrule, et qui poursuit inlassablement l'âme du héros et le sang de la déesse, ce qui correspond parfaitement à la malédiction lancée par l'avatar du néant dans Skyward Sword. Ajoutez à cela toutes les références dans le nom des lieux, les bâtiments qui existaient déjà dans d'anciens jeux comme le Temple du Temps, et les liens chronologiques de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom avec ces anciens jeux ne sont donc plus à prouver. Mais maintenant que l'on sait ça, où se placent ces deux jeux dans la chronologie ? Dans quelle timeline sont-ils ? Puisque pas mal d'éléments se rapportent aux événements d'Ocarina of Time, on peut largement supposer que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom se placent dans l'un des trois branchages. Oui, mais lequel ? On peut d'ores et déjà éliminer la timeline de l'enfance, celle où se déroule Twilight Princess, puisque l'histoire d'Ocarina of Time ne s'est jamais déroulée ici, Link étant retourné dans le passé après sa victoire contre Ganondorf. En réfléchissant à cela, certains nous diront que le jeu est forcément un reboot, puisque Tears of the Kingdom met en scène la création du royaume d'Hyrule, création qui se passe normalement dans Skyward Sword. Le souci est que je pense que nous n'avons pas affaire à la première création d'Hyrule. C'est d'ailleurs ce que nous dit le directeur de la série en personne, Fujibayashi, dans une récente interview pour Famitsu. Je cite « Il faut savoir que la série The Legend of Zelda est fondamentalement conçue dans le but de proposer une histoire et un monde qui ne s'effondrent pas. » Et un peu plus loin, il dira, je cite, « Il est possible que l'histoire de la fondation d'Hyrule se déroule après une histoire de destruction. Donc, officiellement, avant que Raoru et Sonia ne forment leur royaume d'Hyrule, il y avait déjà quelque chose. De toute façon, c'est confirmé dans les jeux, puisque le roi d'Hyrule, Roham Bosphoramus, décrit le plateau du Prélude comme le berceau du royaume. Berceau que nous voyons déjà en ruine pendant le règne de Raoru, dans le souvenir, l'offensive des Gerudo.
Mais alors, on en revient à notre question de base, où se placent les deux jeux Switch s'ils se déroulent après une destruction d'Hyrule? Plusieurs d'entre nous ont peut-être déjà pensé à la timeline de l'âge adulte, celle où se déroule The Wind Waker. Effectivement, on apprend ici que le royaume a été englouti sous la mer afin de sceller Ganondorf avec lui. Hyrule est complètement détruit suite à un vœu du roi d'Hyrule réalisé auprès de la Triforce elle-même. Est-il possible qu'avant le règne de Raoru, l'eau de la mer se soit retirée, laissant place à une terre complètement vierge, ne demandant qu'à être repeuplée? C'est possible. Pourtant, il y a certaines choses qui entrent en contradiction avec ceci. Déjà, la coexistence du peuple Zora et du peuple Piaf. Dans The Wind Waker, les Piaf que l'on nous présente sont une évolution des Zora. Ces derniers n'existent plus. D'une autre manière, en consultant le livre La création d'un prodige, qui apporte des informations supplémentaires sur l'histoire de Breath of the Wild, on en apprend plus sur l'histoire de chaque peuple. En ce qui concerne les Piaf, aucune donnée n'est recensée sur eux avant Breath of the Wild, alors que pour les Zora, si, donc ça ne colle pas vraiment avec l'histoire de The Wind Waker. Même chose pour les Gorons, on nous dit qu'ils vivaient à l'écart des Iliens, dirigés par un chef, jusqu'à la découverte de Varudania il y a un peu plus de 100 ans. Alors oui, dans Ocarina of Time c'est bel et bien le cas, mais dans The Wind Waker, pas du tout. Il nous reste donc encore des zones d'ombre à éclaircir. Plusieurs théoriciens ont avancé l'idée que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sont nés d'une fusion des timelines. Il a été démontré plusieurs fois qu'il s'agissait d'une chose très difficile à mettre en place et que cela apporterait beaucoup de contradictions. Cependant, ils utilisent un argument plutôt intéressant, celui des références. En effet, comme expliqué précédemment, beaucoup de références aux anciens opus sont présentes dans le nom des lieux de la carte de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom. Ces références ne s'arrêtent pas aux lieux, puisque les créatures divines sont aussi nommées en référence à des sages d'Ocarina of Time, pour Ruta, Rudania et Naboris, et en référence à la sage de la terre de The Wind Waker, pour Meadow. Mais alors, encore une nouvelle question, comment peut-il y avoir autant de références à quasiment tous les jeux de la chronologie s'il n'y a pas eu à un moment ou à un autre une fusion des timelines? Ma théorie, ici, est que tous ces noms nous proviennent des Sheikah. En effet, les créatures divines ont été construites par ce peuple des ombres, et tous les noms des lieux nous sont transmis par le biais de la carte de la tablette Sheikah. Il ne serait pas du tout étonnant que ce peuple mystérieux, très avancé technologiquement, soit en fait au courant de l'existence de plusieurs timelines. On comprend alors beaucoup mieux pourquoi c'est eux qui sont capables d'utiliser la téléportation, pourquoi leur symbole apparaît sur les chronolithes, des pierres capables de contrôler le temps dans Skyward Sword, pourquoi le temple d'Hylia, déesse qui a envoyé et choisi ce peuple pour la seconder, abrite une porte du temps et devient même plus tard le temple du temps. Ceci expliquerait aussi leur technologie futuriste, le fait que les Sheikah se trouvent toujours dans l'ombre, mais aussi pourquoi ce sont eux qui sont responsables de la transmission des traditions et des légendes au sein du royaume d'Hyrule, comme nous l'apprenons dans Hyrule Encyclopédia. Il apparaît plus que clairement que les Sheikah aient la capacité de voyager entre l'espace et le temps, et donc possiblement entre les timelines. Nous avons donc enfin notre réponse à pourquoi il y a autant de références à chaque opus de la série, même à ceux qui se déroulent dans des mondes parallèles d'ailleurs. On comprendrait d'ailleurs aussi par la même occasion d'où viennent toutes les tenues additionnelles provenant d'anciens jeux, qui sont toutes obtenables sans amiibo dans Tears of the Kingdom. On nous dit même qu'elles sont des trésors de la famille royale d'Hyrule. Mais maintenant qu'on a dit ça, un peuple envoyé par les dieux, capable de grande magie, avancé technologiquement, cela ne vous rappelle pas autre chose? Oui, les Sonao. Comme nous l'explique Mineru, la sage de l'esprit, il y a fort longtemps, les Sonao, descendants des dieux et détenteurs d'une immense sagesse, descendirent sur la terre. Ou même, comme le dit Ganondorf dans le souvenir Feinte Soumission, à l'époque où les Sonao sont descendus de leur céleste habitat il y a bien longtemps, ils étaient des dieux aux yeux des habitants de la Terre. On comprend bel et bien que les Sonao descendent du divin, un peu comme les Sheikah qui avaient été envoyés par la déesse Hylia en personne. Ce peuple céleste a bien pu être envoyé lui aussi sur Terre par les déesses. En se penchant un peu plus sur la question, on découvre même que le symbole Sonao est plus que semblable au symbole Sheikah.
Raoru et Mineru, quand leur troisième œil est ouvert, l'arborent même sur leur visage. Certains vont même encore plus loin et pensent que les Sonao et les Sheikah sont encore plus liés que ce que l'on pense. Certaines personnes ont remarqué la ressemblance frappante entre Mineru, une Sonao, et Prua, une Sheikah. Coupe de cheveux quasiment identique, masque sur le crâne, capacité à pouvoir traverser les âges, grande passion pour la technologie, toutes les deux proches de la famille royale de leur époque. C'est même dans la tablette Prua que l'esprit de Mineru ira se loger en attendant la venue de Link. Plusieurs joueurs ont d'ailleurs expliqué qu'ils pensaient que le 5e sage de l'histoire serait Prua. Les Sonao et les Sheikah ont possiblement un ancêtre commun, et il est possible que Prua soit en fait la descendante, spirituelle ou non, de Mineru, expliquant pourquoi, dans la toute dernière cinématique du jeu, lors de la disparition de l'esprit de Mineru, tous les descendants de chaque sage sont présents, ainsi que Prua, peut-être destiné à se servir du golem de son ancêtre et à récupérer sa pierre occulte. Mais ça, ce n'est qu'une supposition. Mais alors, si toutes les références à d'anciens jeux sont explicables par les voyages temporels des Sheikah, que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ne peuvent pas se placer dans la timeline de l'enfance par souci de logique, et que le placement dans la timeline de l'âge adulte apporte beaucoup trop de contradictions, nous pouvons officiellement dire que Zelda Breath of the Wild et Zelda Tears of the Kingdom se placent à la fin de la timeline de la défaite. Cela fait sens, cela colle même avec tout ce qui a été cité précédemment. Raoru et Sonia construisent un nouveau royaume d'Hyrule une fois que le précédent ait connu une destruction. Et c'est exactement ce qu'il se passe à la fin de cette timeline. Le royaume est en total déclin. Les habitants ont même fini par vivre dans des grottes, et les monstres saccagent tout sur leur passage à cette époque. Ceci expliquerait aussi toute la communication autour de Breath of the Wild à sa sortie concernant un retour aux sources, car en plus de l'être factuellement dans son gameplay, le jeu se placerait chronologiquement juste après les deux premiers, donnant au passage encore plus de profondeur à cet artwork. Pendant mes recherches, une chose est venue contredire cette conclusion. Le chapitre 2 de la connaissance des auras rédigé par Sidon. On peut y lire qu'il existait, il y a fort longtemps, une princesse Zora du nom de Ruto qui combattit un être maléfique aux côtés de la princesse d'Hyrule et d'un héros. C'est évidemment une référence aux événements d'Ocarina of Time, jusque-là, on est d'accord. Si ces jeux se passent bel et bien dans cette timeline de la défaite, Link est censé avoir perdu, et les sages sont censés avoir scellé Ganon au dernier moment. Pourtant, on peut lire un peu plus loin, je cite, « L'histoire s'achève sur la victoire de Ruto et de ses deux alliés. » Non, je vous jure, j'ai été trop saoulé quand j'ai vu ça. Bon, pourtant, vu qu'on a parlé des Sheikah qui transmettent les anciennes légendes de génération en génération, on peut supposer que cette dissonance vient d'eux, soit volontairement, en transmettant ce qu'ils savent de la timeline de The Wind Waker, soit involontairement, puisque la légende est susceptible d'avoir été modifiée avec le bouche à oreille en plus de 10 000 ans de transmission, quand même. En revanche, si vous avez d'autres théories en tête, je serais ravi de les lire en commentaire. Pour revenir sur ce placement dans la timeline de la défaite, le dernier jeu de cette branche, The Adventure of Link, se termine sur la famille royale, ou plutôt ce qu'il en reste, qui est en possession de la Triforce complète. Et c'est bel et bien la situation du pouvoir des déesses dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Zelda possède en elle ce qu'ils appellent le pouvoir du sceau, ou comme le dit Impa, le pouvoir sacré hérité de son sang. La princesse nous explique « Le pouvoir du sceau. Il permet d'endiguer le fléau et se transmet de mère en fille. C'est un pouvoir sacré, éveillé par la prière. » On sait très bien que ce pouvoir du sceau est la Triforce, puisque c'est elle qui est représentée sur la tapisserie Sheikah, montrant une ancienne princesse scellant le fléau. Mais aussi car elle apparaît complète avec les 3 triangles sur le dos de la main de Zelda, et lorsque celle-ci utilise son pouvoir contre Ganon. Pouvoir qu'elle a d'ailleurs tenté d'éveiller en priant devant les sources du courage, de la sagesse et de la force, soit dit en passant. Cependant, les siècles étant passés, un peu tout le monde semble avoir oublié que ce pouvoir du sceau, désormais devenu un héritage royal, est en vérité la Triforce, relique divine laissée par les 3 déesses créatrices. Même à l'époque de Raoru et Sonia, la Triforce est déjà dans les mains de la famille royale d'Hyrule.
Quand Sonia dit à Zelda qu'elle possède le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal, en fond, il ne vous échappera pas qu'il est possible d'entendre le thème musical de la famille royale d'Hyrule. Thème qui se joue dans tous les châteaux et lorsqu'un souverain d'Hyrule apparaissait à l'écran. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps. Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Ils te serviront tous les deux à protéger le peuple de ton époque. Votre Majesté. D'ailleurs, Sonia possède des tatouages en forme de Triforce sur ses mains. Les tissus de cette monarchie disparue arborent aussi des représentations de la Triforce par ailleurs. Je me permets même de vous demander s'il n'est pas possible que le pouvoir de la lumière que possède Raoru soit en fait la Triforce. En effet, sa pierre occulte s'est placée sur le dos de sa main, partie du corps où la Triforce se manifeste d'habitude chez les êtres. De la même manière, dans le souvenir offensif des Gerudo, pour activer son pouvoir, Raoru forme avec ses mains un triangle. Sa femme, Sonia, vient l'aider avec son pouvoir du temps, sûrement hérité de la déesse Hylia vu son rapport étroit avec le temps expliqué juste avant. Zelda, qui possède et le pouvoir du temps et le pouvoir de la lumière, se joint à eux avec des pouvoirs plus amplifiés donc. Et, juste avant que les pouvoirs n'arrivent à leur paroxysme, on distingue, parmi les éclats de lumière, 3 triangles. 3 triangles qui ne deviennent d'ailleurs plus qu'un seul, une seconde avant l'attaque. On comprend alors beaucoup mieux pourquoi le pouvoir de la lumière de Raoru lui sert à sceller Ganondorf, car c'est le pouvoir du sceau, le même que Zelda. Pourtant, le pouvoir du sceau, sans la lame purificatrice à ses côtés, ne réussit qu'à endormir le démon. C'est en tout cas ce que nous révélait la fresque d'Impa dans Breath of the Wild. Les pouvoirs de la Triforce, combinés à ceux de l'épée de légende, sont les seuls moyens de détruire le fléau. Le héros de cette même fresque, celui tenant l'épée de légende dans sa main, était déjà auparavant suspecté de ne pas être un Hylien. Dans Tears of the Kingdom, son apparence nous a été dévoilée, et effectivement beaucoup de joueurs pensent qu'il s'agit d'un Sonao ayant combattu aux côtés d'une princesse il y a plus de 10 000 ans. Ce héros ancestral, comme le jeu l'appelle, possède aussi une représentation subtile de la Triforce sur sa tenue. Une tête de hibou pour la sagesse, une tête de dragon pour le courage, et enfin une tête de sanglier pour la force. Certains se demandent même s'il ne s'agit pas là d'un croisement entre un Hylien et un Sonao au vu de la forme de ses oreilles. Mais bon, ça, c'est une théorie qui reste encore à vérifier. Cependant, on ne peut pas affirmer qu'il s'agisse d'un Sonao. Effectivement, il possède beaucoup d'attributs en commun avec Raoru et Mineru, mais il y a quand même plein de choses qui diffèrent, notamment la couleur des cheveux, la taille des oreilles, la présence d'une queue, et ce n'est pas parce qu'il possède des habits traditionnels Sonao que c'est un Sonao. Effectivement, on voit bien qu'il y a des Hyliens qui en portent. La question reste donc encore assez floue et je vous conseille d'aller voir l'excellente vidéo de Anarit sur le sujet qui traite de la théorie et qui émet plusieurs hypothèses sur la question. Une dernière chose que j'aimerais vous exposer avant de clôturer cette vidéo, c'est l'apparence de Ganondorf. À la sortie de Breath of the Wild, beaucoup de joueurs ont remarqué la nouvelle apparence des Gerudo. Leurs oreilles, auparavant rondes, sont désormais pointues, et leurs yeux, auparavant couleur jaune, sont désormais verts. Ces changements génétiques sont très probablement apparus au fur et à mesure des années avec la reproduction Hylien-Gerudo. Pourtant, dans Tears of the Kingdom, jeu où même les Gerudo d'il y a 10 000 ans possédaient des yeux verts et des oreilles pointues, Ganondorf a des yeux jaunes et des oreilles rondes. La même apparence que dans Ocarina of Time. Dans The Wind Waker, il nous est conté que Ganondorf a réussi à se sortir de son sceau. Alors pourquoi pas dans Tears of the Kingdom? Si vous n'êtes pas encore convaincu, c'est Ganondorf lui-même qui le fera à ma place. Premièrement, en se faisant sceller par Raoru, il dira « 10 000 ans s'écoulent en un battement de cils pour moi. Ça ne changera rien du tout. » Comment peut-il savoir et affirmer ceci s'il n'a pas été déjà scellé auparavant dans sa vie? Et secondement, phrase encore plus convaincante, lors de son affrontement, il ne dira pas « le véritable roi naît », mais bien « le véritable roi renaît ». Et oui, car dans Ocarina of Time, Ganondorf a été sur le trône d'Hyrule pendant 7 ans.
Il est désormais sorti de son sceau millénaire pour reprendre le pouvoir qu'il pense être le sien. Il est par ailleurs motivé par les mêmes ambitions qu'auparavant, car il accuse Raoru de garder le pouvoir des dieux pour lui. Il ne parle peut-être pas des pierres occultes là, mais de la Triforce. Cette dernière étant un héritage de la famille royale d'Hyrule, la réplique fonctionne encore mieux en anglais, où le roi démon dit à Raoru « You took for granted the godlike power you had in your hands. » En français, tu as pris pour acquis le pouvoir des dieux que tu as reçu entre tes mains. Finalement, en obtenant une pierre occulte, l'homme Gerudo prend une apparence très proche de l'avatar du néant, celui qui a fait que Ganondorf serait la réincarnation de sa haine. En parallèle, Zelda se rend compte qu'elle est la réincarnation de la déesse Hylia, en offrant du pouvoir divin à l'épée de légende et en lui disant qu'elle est La seule à pouvoir le faire. Aussi, elle élève des bouts de terre dans les cieux, comme la déesse l'avait fait avant elle dans Skyward Sword. Pour résumer, Ganon se fait sceller in extremis par les sages d'Ocarina of Time et revient hanter la timeline de la défaite de par ses nombreuses réincarnations. Dans Zelda 1 et dans Zelda 2, Hyrule n'est plus qu'une petite parcelle de terre n'ayant plus rien du royaume qu'il était auparavant. La Triforce complète entre les mains de la famille royale, les Sonao leur sont envoyés, apportant avec eux les pierres occultes. Comme l'explique Hyrule Historia et Hyrule Encyclopédia, à ce moment-là de la chronologie, la résurrection de Ganon est stoppée. Le monstre n'a plus d'autre choix que de sortir de son sceau sous sa forme humaine, Ganondorf, comme il l'a déjà fait dans la timeline de Wind Waker. Il s'attaque au fondateur de la nouvelle monarchie, Raoru, sage de la lumière et tout dernier de la race des Sonao. Scellé par celui-ci, sa haine revient sous la forme de Ganon, celui que l'on nomme le Fléau. Avec le temps, les Sheikah développent une technologie capable d'arrêter cette matérialisation de rancœur, à savoir des gardiens et des créatures divines. Cette technologie est retrouvée 10 000 ans plus tard dans Breath of the Wild, et le sceau du roi démon finit par se briser dans Tears of the Kingdom. Aveuglé par sa haine, le roi démon abandonne son corps et devient dragon. La réincarnation de la déesse Hylia et la réincarnation de la haine de l'avatar du néant, tous deux changés en bêtes par leurs pouvoirs respectifs, s'affrontent dans les cieux, tels deux ennemis de toujours. Ce combat faisant écho à celui qui se déroule dans les événements antérieurs à Skyward Sword, aux bases de la chronologie, forme le logo du jeu, deux dragons qui se mordent la queue, symbole d'un éternel recommencement. La boucle est bouclée. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai conscience que c'est un sujet qui divise beaucoup les fans de la série, et je serais ravi de voir des débats en commentaire, mais s'il vous plaît, restez poli et agréable. Merci. J'espère que ma théorie vous aura plu. Ça aura été assez long de tout chercher et de tout écrire, donc encore une fois, merci. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt!